Jusqu'à 9h, Good Morning Business. La croissance de l'économie chinoise a nettement ralenti au deuxième trimestre, 4,7% en rythme annuel, nettement en dessous des attentes. Les chiffres ont été publiés cette nuit alors que le Parti communiste chinois va se pencher cette semaine sur les grandes orientations économiques du pays. On en parle avec Jean-François Di Meglio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Asia Centre. C'est une réunion à huis clos autour de Xi Jinping. Quel est l'objectif de cette réunion ? Alors déjà, c'est le respect d'une règle établie. 210 personnes qui font partie effectivement de ce bureau politique, 170 suppléants. Les 210 personnes ont le droit de vote et vous avez donc un congrès du parti qui dure 5 ans. Et à l'intérieur de ce congrès du parti, vous avez 7 plénums. Normalement, le 3e arrive 1 an après le début du congrès. Donc là, on est en retard. Un peu en retard. On est 6 mois en retard. Donc ça a construit beaucoup d'attentes. On se dit, il va se passer des choses. La réforme ne consiste pas à changer de direction. C'est ce que disait la semaine dernière le Quotidien du Peuple, qui est le journal officiel du Parti communiste chinois. Ça veut dire quoi ? Qu'il ne faut pas s'attendre à des réformes radicales ? Oui, alors effectivement le Quotidien du Peuple a, si j'ose dire, pas mal défloré ce qui va se passer, ou en tout cas préparé le terrain. Tous les jours, on avait un article qui nous disait un peu ce qui va se passer, sachant que c'est à huis clos. Et donc, au bout des 3 jours, vous allez avoir des communications, ce qu'on appelle les tweetings, c'est-à-dire les décisions, mais après, il va y avoir l'exécution. La ligne directrice est effectivement qu'on est dans un contexte très difficile, vous l'avez dit, et 4,7, ça paraît une croissance plutôt acceptable. On ne sait pas exactement comment on obtient ce chiffre, de toute façon il est inférieur à l'objectif de 5%. En face de ça, il y a un vrai problème qui est celui de la consommation, qui est la série de problèmes que vous avez décrits, c'est-à-dire l'immobilier, et ça devrait appeler des décisions drastiques. On a vu la Chine de temps en temps, y compris lors du 3e plénum de Deng Xiaoping, celui donc de 1978, adopter des réformes radicales. Ouais. Les autres 3e plénums n'ont pas forcément adopté des réformes radicales. Mais en termes de communication, des réformes radicales, ce serait une façon de se déjuger. Ça poserait un problème au Parti communiste chinois par rapport à l'opinion internationale. Alors, par rapport à l'opinion internationale, vous savez, l'opinion internationale, elle regarde beaucoup la Chine, naturellement, mais elle a fini par être, si j'ose dire, désabusée en face d'une ligne directrice, comme vous l'avez dit, qui est extrêmement rigide, qui est de plus en plus centralisée sur ce que veut Xi Jinping. Xi Jinping était peut-être un réformateur, aurait pu passer pour un réformateur quand il est arrivé au pouvoir au moment du 18e congrès, mais très vite on a déchanté. On s'est rendu compte que c'était la concentration du pouvoir dans les mains seules de Xi Jinping, l'élimination de tous ses opposants et l'accent désormais qui est mis sur la théorie. Ouais. C'est-à-dire qu'on revient à une économie socialiste de marché, mais avant tout économie socialiste. En 2013, lors d'une réunion similaire, le Parti communiste chinois s'était engagé à laisser davantage de place au secteur privé. Il parlait à l'époque d'un rôle décisif pour les forces de marché. On est d'accord, on n'est plus du tout dans cette configuration. Alors on n'est plus du tout dans cette configuration, effectivement, néanmoins. Après tout ce qu'on a dit sur la nécessité de calmer un peu les attentes, il va falloir faire des choses et il va y avoir des annonces sur le secteur privé chinois, parce que le secteur privé chinois, il a été matraqué d'une certaine façon dans les 4-5 dernières années. Rappelez-vous la suspension de la cotation de Ant, qui était la filiale d'Alibaba. Et dans la suite, on a Jack Ma avait disparu de la circulation pendant plusieurs mois. Et dans la suite, on a eu effectivement une disparition de cet esprit d'entreprise, en tout cas dans les grands groupes. Et puis les étrangers. Les étrangers, c'est la machine à faire croître l'économie chinoise, l'investissement étranger. L'investissement étranger aujourd'hui, il est pris entre le feu du ralentissement de l'économie chinoise, donc une consommation qui n'est plus vraiment attirante pour des étrangers qui veulent vendre à la Chine, et puis aussi un contexte avec des coûts qui augmentent et un contexte politique qui est de plus en plus défavorable aux investissements étrangers. Il va falloir réagir à ça. Comment est-ce que le Parti communiste peut aider à soutenir la consommation intérieure ? Fiscalité. Essentiellement. On attend effectivement des mesures fiscales pour faciliter la consommation, libérer un petit peu les liquidités, et puis aussi des mesures en faveur du secteur immobilier, c'est-à-dire que le secteur immobilier est plombé, les Chinois qui ont acheté de l'immobilier sont dans une situation économique difficile, et donc on va aussi alléger la charge qui pèse sur eux. Ouais. Avec Evergrande, on pensait que le risque était systémique. Est-ce qu'il l'est encore aujourd'hui ?
Alors, la voie est très étroite. La voie est très étroite aujourd'hui. Ouais. Les exportations chinoises, ça résiste plutôt bien. On aurait pu craindre effectivement le pire. Néanmoins, le pays fait face à des difficultés. Vous l'avez vu, voitures électriques, des droits de douane supplémentaires, récemment en Europe, aux États-Unis également. Ça va devenir un sujet. C'est le double paradoxe en fait. C'est-à-dire que rappelez-vous l'ère de Trump 1, où on a mis des taxes colossales. C'était la guerre commerciale avec la Chine. Résultat, excédent commercial chinois record vis-à-vis des États-Unis. Donc premier paradoxe, malgré les sanctions que certains pays veulent imposer à la Chine, les exportations sont toujours le moteur. Deuxième paradoxe, le modèle chinois devrait changer. Il devrait être porté sur la consommation et plus sur ces exportations qui ont fait la croissance de la Chine. Or, il n'arrive pas à changer. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant, la consommation ne démarre pas. Il faut que les exportations marchent. Ce qui change, ce sont les destinations des exportations, ou en tout cas les termes de l'échange. Aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est, en cumulant import et export, est la première zone d'échanges commerciaux de la Chine. C'est-à-dire qu'on a aussi un recentrage et moins de dépendance, qu'on appellerait chez nous du dérisking. La Chine dérisque effectivement, mais n'arrive pas à changer de modèle. Et la Chine qui est de plus en plus confrontée à la concurrence d'autres pays asiatiques. On appelle ça la stratégie China Plus One. Il y a des grands groupes internationaux, on pense à Apple, mais il y en a beaucoup d'autres, qui ne produisent plus uniquement en Chine. Oui, mais les Chinois aussi, en fait. C'est-à-dire que le Made in China fait peur, ou en tout cas le Made in China repousse, et du coup, les entreprises chinoises investissent elles-mêmes en Asie du Sud-Est, et quand vous achetez un produit venu d'Asie du Sud-Est, parfois, c'est en fait une marque chinoise. Un dernier point, la démographie, ça aussi, c'est une évolution importante en Chine. Alors ça, c'est effectivement la chose qui était la plus prévisible, et contre laquelle il est le plus difficile de lutter, parce qu'on a pris des mesures, en particulier pour encourager la naissance du deuxième, du troisième enfant, mais comme tous les pays qui se sont enrichis, eh bien la Chine souffre d'une crise démographique, parce que quand vous vous enrichissez, vous faites moins d'enfants, en Chine aussi. Merci beaucoup Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Centre, et on suivra donc cette semaine la réunion du Parti communiste chinois.